Orgueil et préjugés de Jane Austen, partie 2, chapitre 9. Élisabeth passa la plus grande partie de la nuit auprès de Jane. Mais le matin, elle eut le plaisir de donner de meilleures nouvelles à la domestique venue de bonne heure de la part de M. Bingley, puis, un peu plus tard, aux deux élégantes caméristes attachées au service de ses sœurs. En dépit de cette amélioration, elle demanda qu'on fît porter à Longbourn un billet où elle priait sa mère de venir voir Jane pour juger elle-même de son état. Le billet fut aussitôt porté, et la réponse arriva peu après le déjeuner sous la forme de Mrs. Bennet, escortée de ses deux plus jeunes filles. Mrs. Bennet, si elle avait trouvé Jane en danger, aurait été certainement bouleversée, mais, constatant que son indisposition n'avait rien d'alarmant, elle ne désirait nullement la voir se rétablir trop vite, sa guérison devant avoir pour conséquence son départ de Netherfield. Avec cette arrière-pensée, elle refusa d'écouter Jane, qui demandait à être transportée à Longbourn. Au reste, le médecin, arrivé à peu près au même moment, ne jugeait pas non plus la chose raisonnable. Quand elles eurent passé quelques instants avec Jane, Miss Bingley emmena ses visiteuses dans le petit salon, et Bingley vint exprimer à Mrs. Bennet l'espoir qu'elle n'avait pas trouvé sa fille plus souffrante qu'elle ne s'y attendait. « En vérité, si, monsieur, répondit-elle. Elle est même beaucoup trop malade pour qu'on puisse la transporter à la maison. Mr. Jones dit qu'il n'y faut pas penser. Nous voilà donc obligés d'abuser encore de votre hospitalité. »« La transporter chez vous » s'écria Bingley. « Mais la question ne se pose même pas. Ma sœur s'y refuserait absolument. »« Vous pouvez être sûre, madame, dit Miss Bingley avec une froide politesse, que Miss Bennet, tant qu'elle restera ici, recevra les soins les plus empressés. Mrs. Bennet se confondit en remerciements. « Si vous ne vous étiez pas montré aussi bon, je sais ce qu'elle serait devenue, car elle est vraiment malade et souffre beaucoup, bien qu'avec une patience angélique, comme à l'ordinaire. Cet enfant a le plus délicieux caractère qu'on puisse imaginer, et je dis souvent à mes autres filles qu'elles sont loin de valoir leur sœur. Cette pièce est vraiment charmante, Master Bingley. Et quelle jolie vue sur cette allée sablée! Je ne connais pas, dans tout le voisinage, une propriété aussi agréable que Netherfield. Vous n'êtes pas pressé de le quitter, je pense, bien que vous n'ayez pas fait un long bail. Mes résolutions, madame, sont toujours prises rapidement, et si je décidais de quitter Netherfield, la chose serait probablement faite en un quart d'heure. Pour l'instant, je me considère comme fixé ici définitivement. « Voilà qui ne me surprend pas de vous, » dit Élisabeth. « Et quoi ?» fit-il en se tournant vers elle. « Vous commencez déjà à me connaître ?»« Oui, je commence à vous connaître parfaitement. » Je voudrais voir dans ces mots un compliment, mais je crains qu'il ne soit pas très flatteur d'être pénétré aussi facilement. « Pourquoi donc ? Une âme profonde et compliquée n'est pas nécessairement plus estimable que la vôtre ?»« Lizzie !» s'écria sa mère. « Rappelez-vous où vous êtes et ne discourez pas avec la liberté qu'on vous laisse prendre à la maison. »« Je ne savais pas, » poursuivait Bingley, « que vous aimiez vous livrer à l'étude des caractères. »« La campagne, » dit Darcy, « ne doit pas vous fournir beaucoup de sujets d'étude. La société y est généralement restreinte et ne change guère. »« Oui, mais les gens eux-mêmes changent tellement qu'il y a toujours du nouveau à observer. »« Assurément, » intervint Mrs. Bennet, froissée de la façon dont Darcy parlait de leur entourage. « Et je vous assure que sur ce point, la province ne le cède en rien à la capitale. Quels sont, après tout, les grands avantages de Londres, à part les magasins et les lieux publics? La campagne est beaucoup plus agréable, n'est-ce pas, Mr. Bingley ? » « Quand je suis à la campagne, je ne souhaite point la quitter, et quand je me trouve à Londres, je suis exactement dans les mêmes dispositions. »« Et c'est que vous avez un heureux caractère. Mais ce gentleman, » et Mrs. Bennet lança un regard dans la direction de Darcy, « semble mépriser la province. »« En vérité, maman, » s'écria Élisabeth, « vous vous méprenez sur les paroles de M. Darcy. Il voulait seulement dire qu'on ne rencontre pas en province une aussi grande variété de gens qu'à Londres, et vous devez reconnaître qu'il a raison. »« Certainement, ma chère enfant, personne ne le conteste,
mais il ne faut pas dire que nous ne voyons pas grand monde ici. Pour notre part, nous échangeons des invitations à dîner avec 24 familles. » La sympathie de Mr. Bingley pour Élisabeth l'aida seule à garder son sérieux. Sa sœur, moins délicate, regarda Mr. Darcy avec un sourire significatif. Élisabeth, voulant changer de conversation, demanda à sa mère si Charlotte Lucas était venue à Longbourn depuis son départ. « Oui, nous l'avons vu hier ainsi que son père. Quel homme charmant que Sir William, n'est-ce pas, Mr. Bingley? Distingué, naturel, ayant toujours un mot aimable à dire à chacun. C'est pour moi le type de l'homme bien élevé, au contraire de ces gens tout gonflés de leur importance qui ne daignent même pas ouvrir la bouche. Charlotte a-t-elle dîné avec vous? Non, elle a tenu à retourner chez elle, où on l'attendait. Je crois pour la confection des mince pies. Quant à moi, Mr. Bingley, je m'arrange pour avoir des domestiques capables de faire seuls leur besogne. Et mes filles ont été élevées autrement. Mais chacun juge à sa manière, et les demoiselles Lucas sont fort gentilles. C'est dommage seulement qu'elles ne soient pas plus jolies. Non pas que je trouve Charlotte vraiment laide, mais aussi c'est une amie tellement intime. Elle m'a semblé fort aimable, dit Bingley. Oh, certainement, mais il faut bien reconnaître qu'elle n'est pas jolie. Mrs. Lucas en convient elle-même, et nous envie la beauté de Jane. Certes, je n'aime pas faire l'éloge de mes enfants, mais une beauté comme celle de Jane se voit rarement. À peine âgée de 15 ans, elle a rencontré à Londres, chez mon frère Gardiner, un monsieur à qui elle plut tellement que ma belle-sœur s'attendait à ce qu'il la demandât en mariage. Il n'en fit rien toutefois, sans doute la trouvait-il trop jeune, mais il a écrit sur elle des vers tout à fait jolis. Et ainsi, dit Élisabeth avec un peu d'impatience, se termina cette grande passion. Ce n'est pas la seule dont on ait triomphé de cette façon. Et je me demande qui, le premier, a eu l'idée de se servir de la poésie pour se guérir de l'amour. J'avais toujours été habitué, dit Darcy, à considérer la poésie comme l'aliment de l'amour. Oh, d'un amour vrai, sain et vigoureux peut-être, tout fortifie ce qui est déjà fort, mais lorsqu'il s'agit d'une pauvre petite inclination, je suis sûre qu'un bon sonnet peut en avoir facilement raison. Darcy répondit par un simple sourire. Dans la crainte d'un nouveau discours intempestif de sa mère, Élisabeth aurait voulu continuer, mais avant qu'elle eût pu trouver un autre sujet de conversation, Mrs. Bennet avait recommencé la litanie de ses remerciements pour l'hospitalité offerte à ses deux filles. Mr. Bingley répondit avec naturel et courtoisie, sa sœur avec politesse, sinon avec autant de bonne grâce, et, satisfaite, Mrs. Bennet ne tarda pas à faire redemander sa voiture. À ce signal, Lydia s'avança. Elle avait chuchoté avec Kitty tout le temps de la visite, et toutes deux avaient décidé de rappeler à Mr. Bingley la promesse qu'il avait faite à son arrivée de donner un bal à Netherfield. Lydia était une belle fille fraîche, joyeuse et pleine d'entrain. Bien qu'elle n'eût que 15 ans, sa mère, dont elle était la préférée, la conduisait déjà dans le monde. Les assiduités des officiers de la milice, qu'attiraient les bons dîners de son oncle, et qu'encourageait sa liberté d'allure, avaient transformé son assurance naturelle en un véritable aplomb. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce qu'elle rappelât à Mr. Bingley sa promesse, en ajoutant que ce serait vraiment honteux s'il ne la tenait pas. La réponse de Mr. Bingley à cette brusque mise en demeure dut charmer les oreilles de Mrs. Bennet. « Je vous assure que je suis tout prêt à tenir mes engagements, et, dès que votre sœur sera remise, vous fixerez vous-même le jour. Vous n'auriez pas le cœur, je pense, de danser pendant qu'elle est malade. » Lydia se déclara satisfaite. En effet, ce serait mieux d'attendre la guérison de Jane. Et puis, à ce moment sans doute, le capitaine Carter serait revenu à Meryton. « Et quand vous aurez donné votre bal, ajouta-t-elle, j'insisterai auprès du colonel Forster pour que les officiers en donnent un également. » Mrs. Bennet et ses filles prirent alors congé. Élisabeth remonta immédiatement auprès de Jane, laissant à ces dames et à Mr. Darcy la liberté de critiquer à leur aise son attitude et celle de sa famille. Chapitre 10. La journée s'écoula assez semblable à la précédente. Mrs. Hurst et Miss Bingley passèrent quelques heures de l'après-midi avec la malade qui continuait, bien que lentement,
à se remettre et, dans la soirée, Élisabeth descendit rejoindre ses hôtes au salon. La table de jeu, cette fois, n'était pas dressée. Mr. Darcy écrivait une lettre et Miss Bingley, assise auprès de lui, l'interrompait à chaque instant pour le charger de messages pour sa sœur. Mr. Hurst et Mr. Bingley faisaient une partie de piquet que suivait Mrs. Hurst. Élisabeth prit un ouvrage, mais fut bientôt distraite par les propos échangés entre Darcy et sa voisine. Les compliments que lui adressait constamment celle-ci sur l'élégance et la régularité de son écriture, ou sur la longueur de sa lettre, et la parfaite indifférence avec laquelle ses louanges étaient accueillies, formaient une amusante opposition, tout en confirmant l'opinion qu'Élisabeth se faisait de l'un et de l'autre. « Comme Miss Darcy sera contente de recevoir une si longue lettre !» Point de réponse. « Vous écrivez vraiment avec une rapidité merveilleuse. » « Erreur, j'écris plutôt lentement. »« Vous direz à votre sœur qu'il me tarde beaucoup de la voir. »« Je le lui ai déjà dit une fois à votre prière. »« Votre plume grince, passez-la-moi, j'ai un talent spécial pour tailler les plumes. »« Je vous remercie, mais c'est une chose que je fais toujours moi-même. »« Comment pouvez-vous écrire si régulièrement ? » « Dites à votre sœur que j'ai été enchantée d'apprendre les progrès qu'elle a faits sur la harpe. Et dites-lui aussi que son petit croquis m'a plongé dans le ravissement. Il est beaucoup plus réussi que celui de Miss Grantley. Me permettez-vous de réserver pour ma prochaine lettre l'expression de votre ravissement ? Actuellement, il ne me reste plus de place. Oh, cela n'a pas d'importance. Je verrai du reste votre sœur en janvier. Lui écrivez-vous chaque fois d'aussi longues et charmantes missives, Mr. Darcy ? Longues, oui. Charmantes, ce n'est pas à moi de les juger telles. À mon avis, des lettres écrites avec autant de facilité sont toujours agréables. Votre compliment tombe à faux, Caroline, s'écria son frère. Darcy n'écrit pas avec facilité. Il recherche trop les mots savants, les mots de 4 syllabes, n'est-ce pas, Darcy ? Mon style épistolaire est évidemment très différent du vôtre. Oh, s'écria Miss Bingley, Charles écrit d'une façon tout à fait désordonnée. Il oublie la moitié des mots et barbouille le reste. Les idées se pressent sous ma plume si abondante que je n'ai même pas le temps de les exprimer. C'est ce qui explique pourquoi mes lettres en sont quelquefois totalement dépourvues. Votre humilité devrait désarmer la critique, Master Bingley, dit Élisabeth. Humilité apparente, dit Darcy, et dont il ne faut pas être dupe. Ce n'est souvent que dédain de l'opinion d'autrui et parfois même prétention dissimulée. Lequel de ces 2 termes appliquez-vous au témoignage de modestie que je viens de vous donner ? Le second. Au fond, vous êtes fier des défauts de votre style que vous attribuez à la rapidité de votre pensée et à une insouciance d'exécution que vous jugez originale. On est toujours fier de faire quelque chose rapidement et l'on ne prend pas garde aux imperfections qui en résultent. Lorsque vous avez dit ce matin à Mrs. Bennet que vous vous décideriez en 5 minutes à quitter Netherfield, vous entendiez provoquer son admiration. Pourtant, qu'y a-t-il de si louable dans une précipitation qui oblige à laisser inachevées des affaires importantes et qui ne peut être d'aucun avantage à soi ni à personne ? Allons, allons, s'écria Bingley, on ne doit pas rappeler le soir les sottises qui ont été dites le matin. Et cependant, sur mon honneur, j'étais sincère et ne songeais nullement à me faire valoir devant ces dames par une précipitation aussi vaine. J'en suis convaincu, mais j'ai moins de certitude quant à la promptitude de votre départ. Comme tout le monde, vous êtes à la merci des circonstances, et si au moment où vous montez à cheval, un ami venait vous dire « Bingley, vous feriez mieux d'attendre jusqu'à la semaine prochaine », il est plus que probable que vous ne partiriez pas. Un mot de plus, et vous resteriez 1 mois. « Vous nous prouvez par là, s'écria Élisabeth, que Mr. Bingley s'est calomnié, et vous le faites valoir ainsi bien plus qu'il ne l'a fait lui-même. »« Je suis très touché, » répondit Bingley, « de voir transformer la critique de mon ami en un éloge de mon bon caractère. Mais je crains que vous ne trahissiez sa pensée, car il m'estimerait sûrement davantage si en une telle occasion je refusais tout net, sautais à cheval et m'éloignais à bride abattue. Monsieur Darcy estime donc que votre entêtement à exécuter votre décision
rachèterait la légèreté avec laquelle vous l'auriez prise? J'avoue qu'il m'est difficile de vous dire au juste ce qu'il pense. Je lui passe la parole. Vous me donnez à défendre une opinion que vous m'attribuez tout à fait gratuitement. Admettons cependant le cas en question. Rappelez-vous, Miss Bennet, que l'ami qui cherche à le retenir ne lui offre aucune raison pour le décider à rester. Alors, céder aimablement à la requête d'un ami n'est pas un mérite, à vos yeux? Non. Céder sans raison ne me paraît être honorable ni pour l'un ni pour l'autre. Il me semble, monsieur Darcy, que vous comptez pour rien le pouvoir de l'affection. On cède souvent à une demande par pure amitié, sans avoir besoin d'y être décidé par des motifs ou des raisonnements. Laissons pour l'instant jusqu'à ce qu'il se présente le cas que vous avez imaginé pour Mr. Bingley. D'une façon générale, si quelqu'un sollicite un ami de modifier une résolution, d'ailleurs peu importante, blâmerez-vous ce dernier d'y consentir sans attendre qu'on lui donne des arguments capables de le persuader? Avant de pousser plus loin ce débat, ne conviendrait-il pas de préciser l'importance de la question aussi bien que le degré d'intimité des deux amis? Alors, interrompit Bingley, n'oublions aucune des données du problème, y compris la taille et le poids des personnages, ce qui compte plus que vous ne croyez, Miss Bennet. Je vous assure que si Darcy n'était pas un gaillard si grand et si vigoureux, je ne lui témoignerais pas moitié autant de déférence. Vous ne pouvez vous imaginer la crainte qu'il m'inspire parfois, chez lui, en particulier le dimanche soir, lorsqu'il n'a rien à faire. Mr. Darcy sourit, mais Élisabeth crut deviner qu'il était un peu vexé et se retint de rire. Miss Bingley, indignée, reprocha à son frère de dire tant de sottises. « Je vois ce que vous cherchez, Bingley, » lui dit son ami. « Vous n'aimez pas les discussions et voulez mettre un terme à celles-ci. »« Je ne dis pas non. Les discussions ressemblent trop à des querelles. Si vous et Miss Bennet voulez bien attendre que je sois hors du salon, je vous en serai très reconnaissant, et vous pourrez dire de moi tout ce que vous voudrez. »« Ce ne sera pas pour moi un grand sacrifice, » dit Élisabeth, et Mr. Darcy, de son côté, ferait mieux de terminer sa lettre. Mr. Darcy suivit ce conseil et, quand il eut fini d'écrire, il pria Miss Bingley et Élisabeth de bien vouloir faire un peu de musique. Miss Bingley s'élança vers le piano, et après avoir poliment offert à Élisabeth de jouer la première, ce que celle-ci refusa avec autant de politesse et plus de conviction, elle s'installa elle-même devant le clavier. Mrs. Hurst chanta, accompagnée par sa sœur. Élisabeth, qui feuilletait des partitions éparses sur le piano, ne put s'empêcher de remarquer que le regard de Mr. Darcy se fixait souvent sur elle. Il était impossible qu'elle inspirât un intérêt flatteur à ce hautain personnage. D'autre part, supposer qu'il la regardait parce qu'elle lui déplaisait était encore moins vraisemblable. « Sans doute, finit-elle par se dire, y a-t-il en moi quelque chose de répréhensible qui attire son attention ?» Cette supposition ne la troubla point. Il ne lui était pas assez sympathique pour qu'elle se souciât de son opinion. Après avoir joué quelques chansons italiennes, Miss Bingley, pour changer, attaqua un air écossais vif et alerte. « Est-ce que cela ne vous donne pas grande envie de danser un reel, Miss Bennet ?» dit Darcy en s'approchant. Élisabeth sourit, mais ne fit aucune réponse. Un peu surpris de son silence, il répéta sa question. « Oh, dit-elle, je vous avais bien entendu la première fois, mais ne savais tout d'abord que vous répondre. Vous espériez, j'en suis sûre, que je dirais oui, pour pouvoir ensuite railler mon mauvais goût. Mais j'ai toujours plaisir à déjouer de tels desseins et à priver quelqu'un de l'occasion de se moquer de moi. Je vous répondrai donc que je n'ai aucune envie de danser un reel. Et maintenant, riez de moi si vous l'osez. » « Je ne me le permettrai certainement pas. » Élisabeth, qui pensait l'avoir vexée, fut fort étonnée de cette aimable réponse, mais il y avait chez elle un mélange d'espièglerie et de charme qui empêchait ses manières d'être blessantes, et jamais encore une femme n'avait exercé sur Darcy une pareille séduction. En vérité, pensait-il, sans la vulgarité de sa famille, je courrais quelque danger. Miss Bingley était assez clairvoyante pour que sa jalousie fût en éveil, et sa sollicitude pour la santé de sa chère Jane se doublait du désir d'être débarrassée d'Élisabeth.
Elle essayait souvent de rendre la jeune fille antipathique à Darcy en plaisantant devant lui sur leur prochain mariage et sur le bonheur qui l'attendait dans une telle alliance. « J'espère, lui dit-elle le lendemain, tandis qu'il se promenait dans la charmille, que, lors de cet heureux événement, vous donnerez à votre belle-mère quelques bons conseils sur la nécessité de tenir sa langue, et que vous essayerez de guérir vos belles-sœurs de leur passion pour les militaires. Et s'il m'est permis d'aborder un sujet aussi délicat, ne pourriez-vous faire aussi disparaître cette pointe d'impertinence et de suffisance qui caractérise la dame de vos pensées? Avez-vous d'autres conseils à me donner en vue de mon bonheur domestique? Encore ceci. N'oubliez pas de mettre les portraits de l'oncle et de la tante Phillips dans votre galerie à Pemberley et placez-les à côté de celui de votre grand-oncle le juge. Ils sont un peu de la même profession, n'est-ce pas? Quant à votre Élisabeth, inutile d'essayer de la faire peindre. Quel artiste serait capable de rendre des yeux aussi admirables? À ce moment, Mrs. Hurst et Élisabeth débouchèrent d'une allée transversale. « Je ne savais pas que vous vous promeniez aussi, » dit Miss Bingley, un peu confuse à l'idée qu'on avait pu surprendre sa conversation avec Darcy. « Et c'est très mal à vous, » répondit Mrs. Hurst, « d'avoir disparu ainsi sans nous dire que vous sortiez. » Et s'emparant de l'autre bras de Mr. Darcy, elle laissa Élisabeth seule en arrière. On ne pouvait marcher dans le sentier qu'à trois de front. Mr. Darcy, conscient de l'impolitesse de ses compagnes, dit aussitôt: « Cette allée n'est pas assez large. Si nous allions dans l'avenue… » « Non, non, » dit Élisabeth en riant, « vous faites à vous trois un groupe charmant, dont ma présence romprait l'harmonie. Adieu !» Et elle s'enfuit gaiement, heureuse à l'idée de se retrouver bientôt chez elle. Jane se remettait si bien qu'elle avait l'intention de quitter sa chambre 1 heure ou 2 ce soir-là. Chapitre 11. Lorsque les dames se levèrent de table à la fin du dîner, Élisabeth remonta en courant chez sa sœur et, après avoir veillé à ce qu'elle fût bien couverte, redescendit avec elle au salon. Jane fut accueillie par ses amies avec de grandes démonstrations de joie. Jamais Élisabeth ne les avait vues aussi aimables que pendant l'heure qui suivit. Elles avaient vraiment le don de la conversation, pouvaient faire le récit détaillé d'une partie de plaisir, conter une anecdote avec humour et se moquer de leurs relations avec beaucoup d'agrément. Mais, quand les messieurs rentrèrent au salon, Jane passa soudain au second plan. Mr. Darcy, dès son entrée, fut interpellé par Miss Bingley, mais il s'adressa d'abord à Miss Bennet pour la féliciter poliment de sa guérison. Mr. Hurst lui fit aussi un léger salut en murmurant « Enchanté ». Mais l'accueil de Bingley se distingua par sa chaleur et sa cordialité. Plein de joie et de sollicitude, il passa la première demi-heure à empiler du bois dans le feu, de crainte que Jane ne souffrît du changement de température. Sur ces instances, elle dut se placer de l'autre côté de la cheminée afin d'être plus loin de la porte. Il s'assit alors auprès d'elle et se mit à l'entretenir sans plus s'occuper des autres. Élisabeth, qui travaillait un peu plus loin, observait cette petite scène avec une extrême satisfaction. Après le thé, Mr. Hurst réclama sans succès la table de jeu. Sa belle-sœur avait découvert que Mr. Darcy n'appréciait pas les cartes. Elle affirma que personne n'avait envie de jouer et le silence général parut lui donner raison. Mr. Hurst n'eut donc d'autre ressource que de s'allonger sur un sofa et de s'y endormir. Darcy prit un livre, Miss Bingley en fit autant. Mrs. Hurst, occupée surtout à jouer avec ses bracelets et ses bagues, plaçait un mot de temps à autre dans la conversation de son frère et de Miss Bennet. Miss Bingley était moins absorbée par sa lecture que par celle de Mr. Darcy, et ne cessait de lui poser des questions ou d'aller voir à quelle page il en était, mais ses tentatives de conversation restaient infructueuses. Il se contentait de lui répondre brièvement, sans interrompre sa lecture. À la fin, lasse de s'intéresser à un livre qu'elle avait pris uniquement parce que c'était le second volume de l'ouvrage choisi par Darcy, elle dit en étouffant un bâillement: « Quelle agréable manière de passer une soirée! Nul plaisir, vraiment, ne vaut la lecture. On ne s'en lasse jamais, tandis qu'on se lasse du reste. Lorsque j'aurai une maison à moi, je serai bien malheureuse si je n'ai pas une très belle bibliothèque. » Personne n'ayant répondu, elle bâilla encore une fois,
mit son livre de côté et jeta les yeux autour d'elle en quête d'une autre distraction. Entendant alors son frère parler d'un bal à Miss Bennet, elle se tourna soudain de son côté en disant « À propos, Charles, est-ce sérieusement que vous songez à donner un bal à Netherfield ? Vous feriez mieux de nous consulter tous avant de rien décider. Si je ne me trompe, pour certains d'entre nous, ce bal serait plutôt une pénitence qu'un plaisir. » « Si c'est à Darcy que vous pensez, répliqua son frère, libre à lui d'aller se coucher à 8 heures ce soir-là. Quant au bal, c'est une affaire décidée, et dès que Nichols aura préparé assez de blanc-manger, j'enverrai mes invitations. » « Les bals me plairaient davantage s'ils étaient organisés d'une façon différente. Ces sortes de réunions sont d'une insupportable monotonie. Ne serait-il pas beaucoup plus raisonnable d'y donner la première place à la conversation et non à la danse ? Ce serait beaucoup mieux, sans nul doute, ma chère Caroline, mais ce ne serait plus un bal. Miss Bingley ne répondit point et, se levant, se mit à se promener à travers le salon. Elle avait une silhouette élégante et marchait avec grâce, mais Darcy, dont elle cherchait à attirer l'attention, restait inexorablement plongé dans son livre. En désespoir de cause, elle voulut tenter un nouvel effort et, se tournant vers Élisabeth, « Miss Eliza Bennet, dit-elle, suivez donc mon exemple et venez faire le tour du salon. Cet exercice est un délassement, je vous assure, quand on est resté si longtemps immobile. » Élisabeth, bien que surprise, consentit, et le but secret de Miss Bingley fut atteint. Mr. Darcy leva les yeux. Cette sollicitude nouvelle de Miss Bingley à l'égard d'Élisabeth le surprenait autant que celle-ci, et, machinalement, il ferma son livre. Il fut aussitôt prié de se joindre à la promenade, mais il déclina l'invitation. Il ne voyait, dit-il, que 2 motifs pour les avoir décidés à faire les 100 pas ensemble et, dans un cas comme dans l'autre, jugeait inopportun de se joindre à elle. Que signifiaient ces paroles ? Miss Bingley mourait d'envie de le savoir, et demanda à Élisabeth si elle comprenait. « Pas du tout, répondit-elle, mais soyez sûre qu'il y a là-dessous une méchanceté à notre adresse. Le meilleur moyen de désappointer Mr. Darcy est donc de ne rien lui demander. » Mais désappointer Mr. Darcy était pour Miss Bingley une chose impossible, et elle insista pour avoir une explication. « Rien n'empêche que je vous la donne, dit-il, dès qu'elle lui permit de placer une parole. Vous avez choisi ce passe-temps soit parce que vous avez des confidences à échanger, soit pour nous faire admirer l'élégance de votre démarche. Dans le premier cas, je serai de trop entre vous, et, dans le second, je suis mieux placé pour vous contempler, assis au coin du feu. »« Quelle abomination !» s'écria Miss Bingley. « A-t-on jamais rien entendu de pareil ? Comment pourrions-nous le punir d'un tel discours ? » ?»« C'est bien facile. Si vous en avez réellement le désir, taquinez-le, moquez-vous de lui. Vous êtes assez intime pour savoir comment vous y prendre. »« Mais pas le moins du monde, je vous assure. Le moyen de s'attaquer à un homme d'un calme aussi imperturbable et d'une telle présence d'esprit, non, non, c'est être vaincu d'avance. Nous n'aurons pas l'imprudence de rire de lui sans sujet. Mr. Darcy peut donc triompher. »« Comment ? On ne peut pas rire de Mr. Darcy ? Il possède là un avantage bien rare. »« Miss Bingley, dit celui-ci, me fait trop d'honneur. Les hommes les meilleurs et les plus sages, ou, si vous voulez, les meilleurs et les plus sages de leurs actes, peuvent toujours être tournés en ridicule par ceux qui ne songent qu'à plaisanter. »« J'espère, dit Élisabeth, que je ne suis pas de ce nombre et que je ne tourne jamais en ridicule ce qui est respectable. Les sottises, les absurdités, les caprices d'autrui me divertissent, je l'avoue, et j'en ris chaque fois que j'en ai l'occasion. Mais Mr. Darcy, je le suppose, n'a rien à faire avec de telles faiblesses. »« Peut-être est-ce difficile, mais j'ai pris à tâche d'éviter les faiblesses en question, car elles amoindrissent les esprits les plus équilibrés. »« La vanité et l'orgueil, par exemple. »« Oui, la vanité est véritablement une faiblesse, mais l'orgueil, chez un esprit supérieur, se tiendra toujours dans de justes limites. » Élisabeth se détourna pour cacher un sourire. « Avez-vous fini l'examen de Mr. Darcy ?» demanda Miss Bingley. « Pouvons-nous en savoir le résultat ?»« Certainement.
Mr. Darcy n'a pas de défaut, il l'avoue lui-même sans aucune fausse honte. Non, dit Darcy, je suis bien loin d'être aussi présomptueux. J'ai bon nombre de défauts, mais je me flatte qu'ils n'affectent pas mon jugement. Je n'ose répondre de mon caractère. Je crois qu'il manque de souplesse. Il n'en a certainement pas assez au gré d'autrui. J'oublie difficilement les offenses qui me sont faites et mon humeur mériterait sans doute l'épithète de vindicative. On ne me fait pas aisément changer d'opinion. Quand je retire mon estime à quelqu'un, c'est une façon définitive. Être incapable de pardonner? Eh bien, voilà qui est un défaut. Mais vous l'avez bien choisi. Il m'est impossible d'en rire. Il y a, je crois, en chacun de nous, un défaut naturel que la meilleure éducation ne peut arriver à faire disparaître. Le vôtre est une tendance à mépriser vos semblables. Et le vôtre, répliqua-t-il avec un sourire, est de prendre un malin plaisir à défigurer leurs pensées. Faisons un peu de musique, voulez-vous? Proposa Miss Bingley, fatiguée d'une conversation où elle n'avait aucune part. Vous ne m'en voudrez pas, Louisa, de réveiller votre mari. Mrs. Hurst, n'ayant fait aucune objection, le piano fut ouvert et Darcy, à la réflexion, n'en fut pas fâché. Il commençait à sentir qu'il y avait quelque danger à trop s'occuper d'Élisabeth. Chapitre 12. Comme il avait été convenu entre les deux sœurs, Élisabeth écrivit le lendemain matin à sa mère pour lui demander de leur envoyer la voiture dans le cours de la journée. Mais Mrs. Bennet, qui avait calculé que ses filles resteraient une semaine entière à Netherfield, envisageait sans plaisir un si prompt retour. Elle répondit donc qu'elle ne pouvait pas avoir la voiture avant le mardi, ajoutant en post-scriptum que si l'on insistait pour les garder plus longtemps, on pouvait bien se passer d'elle à Longbourn. Élisabeth repoussait l'idée de rester davantage à Netherfield. D'ailleurs, elle ne s'attendait pas à recevoir une invitation de ce genre et craignait, au contraire, qu'en prolongeant sans nécessité leur séjour, elle et sa sœur ne parussent indiscrètes. Elle insista donc auprès de Jane pour que celle-ci priât Mr. Bingley de leur prêter sa voiture, et elles décidèrent d'annoncer à leurs hôtes leur intention de quitter Netherfield le jour même. De nombreuses protestations accueillirent cette communication, et de telles instances furent faites que Jane se laissa fléchir et consentit à rester jusqu'au lendemain. Miss Bingley regretta alors d'avoir proposé ce délai, car la jalousie et l'antipathie que lui inspirait l'une des deux sœurs l'emportaient de beaucoup sur son affection pour l'autre. Le maître de la maison ne pouvait se résigner à les voir partir si vite et, à plusieurs reprises, essaya de persuader à Miss Bennet qu'elle n'était pas encore assez rétablie pour voyager sans imprudence. Mais, sûre d'agir raisonnablement, Jane ne céda pas. Quant à Mr. Darcy, il apprit la nouvelle sans déplaisir. Élisabeth était restée assez longtemps à Netherfield, et il se sentait attiré vers elle plus qu'il ne l'aurait voulu. D'un autre côté, Miss Bingley la traitait avec peu de politesse et le harcelait lui-même de ses moqueries. Il résolut sagement de ne laisser échapper aucune marque d'admiration, aucun signe qui pût donner à Élisabeth l'idée qu'elle possédait la moindre influence sur sa tranquillité. Si un tel espoir avait pu naître chez elle, il était évident que la conduite de Darcy pendant cette dernière journée devait agir de façon définitive, ou pour le confirmer, ou pour le détruire. Ferme dans sa résolution, c'est à peine s'il adressa la parole à Élisabeth durant toute la journée du samedi et, dans un tête-à-tête d'une demi-heure avec elle, resta consciencieusement plongé dans son livre sans même lui jeter un regard. Le dimanche après l'office du matin eut lieu cette séparation presque unanimement souhaitée. Miss Bingley, au moment des adieux, sentit s'augmenter son affection pour Jane et redevint polie envers Élisabeth. Elle embrassa l'une tendrement en l'assurant de la joie qu'elle aurait toujours à la revoir et serra la main de l'autre presque amicalement. Élisabeth, de son côté, se sentait de très joyeuse humeur en prenant congé. L'accueil qu'elles reçurent de leur mère en arrivant à Longbourn fut moins cordial. Mrs. Bennet s'étonna de leur retour et les blâma sévèrement d'avoir donné à leurs hôtes l'embarras de les faire reconduire. De plus, elle était bien sûre que Jane avait repris froid. Mais leur père, malgré l'expression laconique de son contentement, était très heureux de les voir de retour. Ses filles aînées lui avaient beaucoup manqué. Il avait senti la place qu'elles occupaient à son foyer
et les veillées familiales, en leur absence, avaient perdu beaucoup de leur animation et presque tout leur charme. Elles trouvèrent Mary plongée dans ses grandes études et, comme d'habitude, prête à leur lire les derniers extraits de ses lectures accompagnées de réflexions philosophiques peu originales. Catherine et Lydia avaient des nouvelles d'un tout autre genre. Il s'était passé beaucoup de choses au régiment depuis le précédent mercredi. Plusieurs officiers étaient venus dîner chez leur oncle. Un soldat avait été fustigé et le bruit du prochain mariage du colonel Forster commençait à se répandre. Chapitre 13. J'espère, ma chère amie, que vous avez commandé un bon dîner pour ce soir, dit Mr. Bennet à sa femme en déjeunant le lendemain, car il est probable que nous aurons un convive. Et qui donc, mon ami? Je ne vois personne qui soit dans le cas de venir, sauf peut-être Charlotte Lucas, et je pense que notre ordinaire peut lui suffire. Le convive dont je parle est un gentleman et un étranger. Les yeux de Mrs. Bennet étincelèrent. Un gentleman et un étranger? Alors ce ne peut être que Mr. Bingley. Oh, Jane, petite rusée, vous n'en aviez rien dit. Assurément, je serais ravie de voir Mr. Bingley. Mais, grand Dieu, comme c'est ennuyeux qu'on ne puisse pas trouver du poisson aujourd'hui. Lydia, mon amour, sonnez vite, il faut que je parle tout de suite à la cuisinière. Ce n'est pas Mr. Bingley, intervint son mari. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu. Cette déclaration provoqua un étonnement général, suivi d'un déluge de questions que Mr. Bennet se fit un malin plaisir de laisser quelque temps sans réponse. À la fin, il consentit à s'expliquer. J'ai reçu, il y a 1 mois environ, la lettre que voici, et à laquelle j'ai répondu il y a 15 jours seulement, car l'affaire dont il s'agissait était délicate et demandait réflexion. Cette lettre est de mon cousin, Mr. Collins, qui, à ma mort, peut vous mettre tout à la porte de cette maison aussitôt qu'il lui plaira. « Ah, mon ami, s'écria sa femme, je vous en prie, ne nous parlez pas de cet homme odieux. C'est certainement une calamité que votre domaine doive être ainsi arraché à vos propres filles, et je sais qu'à votre place, je me serais arrangée d'une façon ou d'une autre pour écarter une telle perspective. » Jane et Elizabeth s'efforcèrent, mais en vain, de faire comprendre à leur mère ce qu'était un entaille. Elle l'avait déjà tenté plusieurs fois, mais c'était un sujet sur lequel Mrs. Bennet se refusait à entendre raison, et elle n'en continua pas moins à protester amèrement contre la cruauté qu'il y avait à déshériter une famille de 5 filles en faveur d'un homme dont personne ne se souciait. « C'est évidemment une iniquité, dit Mr. Bennet, et rien ne peut laver Mr. Collins du crime d'être héritier de Longbourn. Mais si vous voulez bien écouter sa lettre, les sentiments qu'il y exprime vous adouciront peut-être un peu. »« Ah, pour cela non, j'en suis certaine. Je pense au contraire que c'est de sa part le comble de l'impertinence et de l'hypocrisie que de vous écrire. Que ne reste-t-il brouillé avec vous comme l'était son père ?» Il paraît justement avoir eu, à cet égard, quelques scrupules, ainsi que vous allez l'entendre. Hunsford, par Westerham, Kent, 15 octobre. Cher monsieur, le désaccord subsistant entre vous et mon regretté père m'a toujours été fort pénible, et depuis que j'ai eu l'infortune de le perdre, j'ai souvent souhaité y remédier. Pendant quelque temps, j'ai été retenu par la crainte de manquer à sa mémoire en me réconciliant avec une personne pour laquelle, toute sa vie, il avait professé des sentiments hostiles. Vous voyez, Mrs. Bennet. Néanmoins, j'ai fini par prendre une décision. Ayant reçu à Pâques l'ordination, j'ai eu le privilège d'être distingué par la très honorable Lady Catherine de Bourgh, veuve de Sir Lewis de Bourgh, à la bonté et à la générosité de laquelle je dois l'excellente cure de Hunsford, où mon souci constant sera de témoigner ma respectueuse reconnaissance à sa grâce, en même temps que mon empressement à célébrer les rites et cérémonies institués par l'Église d'Angleterre. En ma qualité d'ecclésiastique, je sens qu'il est de mon devoir de faire avancer le règne de la paix dans toutes les familles soumises à mon influence. Sur ce terrain, j'ose me flatter que mes avances ont un caractère hautement recommandable, et vous oublierez, j'en suis sûr, le fait que je suis l'héritier du domaine de Longbourn pour accepter le rameau d'olivier
que je viens vous offrir. Je suis réellement peiné d'être l'involontaire instrument du préjudice causé à vos charmantes filles. Qu'il me soit permis de vous exprimer mes regrets en même temps que mon vif désir de leur faire accepter tous les dédommagements qui sont en mon pouvoir. Mais de ceci nous reparlerons plus tard. Si vous n'avez point de raison qui vous empêche de me recevoir, je me propose de vous rendre visite le lundi 18 novembre à 4 heures, et j'abuserai de votre hospitalité jusqu'au samedi de la semaine suivante, ce que je puis faire sans inconvénient, Lady Catherine ne voyant pas d'objection à ce que je m'absente un dimanche, pourvu que je me fasse remplacer par un de mes confrères. Veuillez présenter mes respectueux compliments à ces dames et me croire votre tout dévoué serviteur et ami, William Collins. Donc, à 4 heures, nous verrons arriver ce pacifique gentleman. C'est, semble-t-il, un jeune homme extrêmement consciencieux et courtois, et nous aurons sans doute d'agréables relations avec lui pour peu que Lady Catherine daigne lui permettre de revenir nous voir. Ce qu'il dit à propos de nos filles est plein de raison, et s'il est disposé à faire quelque chose en leur faveur, ce n'est pas moi qui le découragerai. Bien que je ne vois pas trop comment il pourrait s'y prendre, dit Jane, le désir qu'il en a lui fait certainement honneur. Élisabeth était surtout frappée de l'extraordinaire déférence exprimée par Mr. Collins à l'égard de Lady Catherine et de la solennité avec laquelle il affirmait son intention de baptiser, marier ou enterrer ses paroissiens chaque fois que son ministère serait requis. « Ce doit être un singulier personnage, dit-elle. Son style est bien emphatique. Et que signifient ces excuses d'être l'héritier de Langbourne? Y changerait-il quelque chose s'il le pouvait? Pensez-vous que ce soit un homme de grand sens, père? » « Non, ma chère enfant, je suis même assuré de découvrir le contraire. Il y a dans sa lettre un mélange de servilité et d'importance qui m'intrigue. J'attends sa visite avec une vive impatience. » « Au point de vue du style, dit Mary, sa lettre ne me semble pas défectueuse. L'idée du rameau d'olivier, pour n'être pas très neuve, est néanmoins bien exprimée. » Pour Catherine et Lydia, la lettre, ni son auteur, n'était le moins du monde intéressant. Il y avait peu de chances que leur cousin apparût avec un uniforme écarlate et, depuis quelque temps, la société des gens vêtus d'une autre couleur ne leur procurait plus aucun plaisir. Quant à leur mère, la lettre de Mr. Collins avait en grande partie dissipé sa mauvaise humeur, et elle se préparait à recevoir son hôte avec un calme qui étonnait sa famille. Mr. Collins arriva ponctuellement à l'heure dite, et fut reçu avec beaucoup de politesse par toute la famille. Mr. Bennet parla peu, mais ces dames ne demandaient qu'à parler à sa place. Mr. Collins, de son côté, ne paraissait ni sauvage, ni taciturne. C'était un grand garçon un peu lourd, à l'air grave et compassé, et aux manières cérémonieuses. À peine assis, il se mit à complimenter Mrs. Bennet sur sa charmante famille. Il avait, dit-il, beaucoup entendu vanter la beauté de ses cousines, mais il constatait qu'en cette circonstance, le bruit public était au-dessous de la vérité. Il ne doutait pas, ajouta-t-il, qu'en temps voulu, leur mère n'eut la joie de les voir toutes honorablement établies. Ces galants propos n'étaient pas goûtés de même façon par tous ses auditeurs. Mais Mrs. Bennet, qui n'était point difficile sur les compliments, répondit avec empressement. « Ce que vous me dites là est fort aimable, monsieur, et je souhaite fort que votre prévision se réalise. Autrement, mes filles se trouveraient un jour dans une situation bien fâcheuse avec des affaires aussi singulièrement arrangées. » Vous faites allusion peut-être à l'entaille de ce domaine? Naturellement, monsieur, et vous devez reconnaître que c'est une clause bien regrettable pour mes pauvres enfants, non que je vous en rende personnellement responsable. Je suis très sensible, madame, aux désavantages subis par mes belles cousines, et j'en dirai plus sans la crainte de vous paraître un peu trop pressé. Mais je puis affirmer à ces demoiselles que j'arrive tout près à goûter leur charme. Je n'ajoute rien quant à présent. Peut-être, quand nous aurons fait plus ample connaissance. Il fut interrompu par l'annonce du dîner, et les jeunes filles échangèrent un sourire. Elles n'étaient pas seules à exciter l'admiration de Mr. Collins. Le hall, la salle à manger et son mobilier furent examinés,
et hautement apprécié. Tant de louanges auraient touché le cœur de Mrs. Bennet si elle n'avait eu la pénible arrière-pensée que Mr. Collins passait la revue de ses futurs biens. Le dîner, à son tour, fut l'objet de ses éloges, et il insista pour savoir à laquelle de ses belles cousines revenait l'honneur de plats aussi parfaitement réussis. Mais ici, Mrs. Bennet l'interrompit un peu vivement pour lui dire qu'elle avait le moyen de s'offrir une bonne cuisinière, et que ses filles ne mettaient pas le pied à la cuisine. Mr. Collins la supplia de ne pas lui en vouloir, à quoi elle répondit d'un ton plus doux qu'il n'y avait point d'offense. Mais il n'en continua pas moins à s'excuser jusqu'à la fin du dîner. Chapitre 14. Pendant le repas, Mr. Bennet avait à peine ouvert la bouche. Lorsque les domestiques se furent retirés, il pensa qu'il était temps de causer un peu avec son hôte, et mit la conversation sur le sujet qu'il estimait le mieux choisi pour le faire parler en félicitant son cousin d'avoir trouvé une protectrice qui se montrait si pleine d'attention pour ses désirs et de sollicitude pour son confort. Mr. Bennet ne pouvait mieux tomber. Mr. Collins fut éloquent dans ses éloges. De sa vie, affirma-t-il solennellement, il n'avait rencontré chez un membre de l'aristocratie l'affabilité et la condescendance que lui témoignait Lady Catherine. Elle avait été assez bonne pour apprécier les 2 sermons qu'il avait eu l'honneur de prêcher devant elle. 2 fois déjà, elle l'avait invité à dîner à Rosings, et le samedi précédent encore, l'avait envoyé chercher pour faire le 4e à sa partie de quadrille. Beaucoup de gens lui reprochaient d'être hautaine, mais il n'avait jamais vu chez elle que de la bienveillance. Elle le traitait en gentleman et ne voyait aucune objection à ce qu'il fréquentât la société du voisinage ou s'absentât une semaine ou 2 pour aller voir sa famille. Elle avait même poussé la bonté jusqu'à lui conseiller de se marier le plus tôt possible, pourvu qu'il fît un choix judicieux. Elle lui avait fait visite une fois dans son presbytère, où elle avait pleinement approuvé les améliorations qu'il y avait apportées et daignait même en suggérer d'autres, par exemple des rayons à poser dans les placards du premier étage. « Voilà une intention charmante, dit Mrs. Bennet, et je ne doute pas que Lady Catherine ne soit une fort aimable femme. C'est bien regrettable que les grandes dames, en général, lui ressemblent si peu. Habite-t-elle dans votre voisinage, monsieur ? Le jardin qui entoure mon humble demeure n'est séparé que par un sentier de Rosings Park, résidence de sa grâce. Je crois vous avoir entendu dire qu'elle était veuve. A-t-elle des enfants ? Elle n'a qu'une fille, héritière de Rosings et d'une immense fortune. Ah, s'écria Mrs. Bennet en soupirant, elle est mieux partagée que beaucoup d'autres. Et cette jeune fille est-elle jolie ? Elle est tout à fait charmante. Lady Catherine dit elle-même que Miss de Bourgh possède quelque chose de mieux que la beauté, car, dans ses traits, se reconnaît la marque d'une haute naissance. Malheureusement, elle est d'une constitution délicate et n'a pu se perfectionner comme elle l'aurait voulu dans différents arts d'agrément pour lesquels elle témoignait des dispositions remarquables. Je tiens ceci de la dame qui a surveillé son éducation et qui continue à vivre auprès d'elle à Rosings. Mais Miss de Bourgh est parfaitement aimable et daigne souvent passer à côté de mon humble presbytère dans le petit phaéton attelé de poneys qu'elle conduit elle-même. A-t-elle été présentée ? Je ne me rappelle pas avoir vu son nom parmi ceux des dames reçues à la cour. Sa frêle santé, malheureusement, ne lui permet pas de vivre à Londres. C'est ainsi, comme je l'ai dit un jour à Lady Catherine, que la cour d'Angleterre se trouve privée d'un de ses plus gracieux ornements. Lady Catherine a paru touchée de mes paroles. Vous devinez que je suis heureux de lui adresser de ces compliments toujours appréciés des dames chaque fois que l'occasion s'en présente. Ces petits riens plaisent à sa grâce et font partie des hommages que je considère comme mon devoir de lui rendre. Vous avez tout à fait raison, dit Mr. Bennet, et c'est un bonheur pour vous de savoir flatter avec tant de délicatesse. Puis-je vous demander si ces compliments vous viennent spontanément ou si vous devez les préparer d'avance ? Oh, spontanément, en général. Je m'amuse aussi parfois à en préparer quelques-uns d'avance, mais je m'efforce toujours de les placer de façon aussi naturelle que possible. Les prévisions de Mr. Bennet avaient été justes. Son cousin était aussi parfaitement ridicule qu'il s'y attendait. Il l'écoutait avec un vif amusement, sans communiquer ses impressions autrement que par un coup d'œil que, de temps à autre, il lançait à Élisabeth. Cependant, à l'heure du thé,
Trouvant la mesure suffisante, il fut heureux de ramener son hôte au salon. Après le thé, il lui demanda s'il voulait bien faire la lecture à ces dames. Mr. Collins consentit avec empressement. Un livre lui fut présenté, mais à la vue du titre, il eut un léger recul et s'excusa, protestant qu'il ne lisait jamais de romans. Kitty le regarda avec ahurissement, et Lydia s'exclama de surprise. D'autres livres furent apportés, parmi lesquels il choisit, après quelques hésitations, les sermons de Fordyce. Lydia se mit à bâiller lorsqu'il ouvrit le volume, et il n'avait pas lu 3 pages d'une voix emphatique et monotone qu'elle l'interrompit en s'écriant « Maman, savez-vous que l'oncle Phillips parle de renvoyer Richard et que le colonel Forster serait prêt à le prendre à son service ? J'irai demain à Meryton pour en savoir davantage et demander quand le lieutenant Denny reviendra de Londres. » Lydia fut priée par ses 2 aînés de se taire, mais Mr. Collins, froissé, referma son livre en disant « J'ai souvent remarqué que les jeunes filles ne savent pas s'intéresser aux œuvres sérieuses. Cela me confond, je l'avoue, car rien ne peut leur faire plus de bien qu'une lecture instructive. Mais je n'ennuierai pas plus longtemps ma jeune cousine. » Et, malgré l'insistance de Mrs. Bennet et de ses filles pour qu'il reprît sa lecture, Mr. Collins, tout en protestant qu'il ne gardait nullement rancune à Lydia, se tourna vers Mr. Bennet et lui proposa une partie de tric-trac. Chapitre 15. Mr. Collins était dépourvu d'intelligence, et ni l'éducation ni l'expérience ne l'avaient aidé à combler cette lacune de la nature. Son père, sous la direction duquel il avait passé la plus grande partie de sa jeunesse, était un homme avare et illettré, et lui-même, à l'université où il n'était demeuré que le temps nécessaire pour la préparation de sa carrière, n'avait fait aucune relation profitable. Le rude joug de l'autorité paternelle lui avait donné, dans les manières, une grande humilité que combattait maintenant la fatuité naturelle à un esprit médiocre et enivré par une prospérité rapide et inattendue. Une heureuse chance l'avait mis sur le chemin de Lady Catherine de Bourgh, au moment où le bénéfice d'Hunsford se trouvait vacant, et la vénération que lui inspirait sa noble protectrice, jointe à la haute opinion qu'il avait de lui-même et de son autorité pastorale, faisait de Mr. Collins un mélange singulier de servilité et d'importance, d'orgueil et d'obséquiosité. À présent qu'il se trouvait en possession d'une maison agréable et d'un revenu suffisant, il songeait à se marier. Ce rêve n'était pas étranger à son désir de se réconcilier avec sa famille, car il avait l'intention de choisir une de ses jeunes cousines, si elles étaient aussi jolies et agréables qu'on le disait communément. C'était là le plan qu'il avait formé pour les dédommager du tort qu'il leur ferait en héritant à leur place de la propriété de leur père, et il le jugeait excellent. N'était-il pas convenable et avantageux pour les Bennet, en même temps que très généreux et désintéressé de sa part? La vue de ses cousines ne changea rien à ses intentions. Le charmant visage de Jane, ainsi que sa qualité d'aînée, fixa son choix le premier soir, mais, le lendemain matin, il lui fallut modifier ses projets. Dans un bref entretien qu'il eut avant le déjeuner avec Mrs. Bennet, il lui laissa entrevoir ses espérances, à quoi celle-ci répondit avec force sourires et mines encourageantes qu'elle ne pouvait rien affirmer au sujet de ses plus jeunes filles, mais que l'aînée, c'était son devoir de l'en prévenir, serait sans doute fiancée d'ici peu. Mr. Collins n'avait plus qu'à passer de Jane à Elizabeth. C'est ce qu'il fit pendant que Mrs. Bennet tisonnait le feu. Elizabeth, qui par l'âge et la beauté venait immédiatement après Jane, était toute désignée pour lui succéder. Cette confidence remplit de joie Mrs. Bennet, qui voyait déjà 2 de ses filles établies, et, de ce fait, l'homme dont la veille encore le nom seul lui était odieux, se trouva promu très haut dans ses bonnes grâces. Lydia n'oublia point son projet de se rendre à Meryton. Ses sœurs, à l'exception de Mary, acceptèrent de l'accompagner, et Mr. Bennet, désireux de se débarrasser de son cousin qui, depuis le déjeuner, s'était installé dans sa bibliothèque, où il l'entretenait sans répit de son presbytère et de son jardin, le pressa vivement d'escorter ses filles, ce qu'il accepta sans se faire prier. Mr. Collins passa le temps du trajet à émettre solennellement des banalités auxquelles ses cousines acquiesçaient poliment.
Mais, sitôt entrés dans la ville, les deux plus jeunes cessèrent de lui prêter le moindre intérêt. Elle fouillait les rues du regard dans l'espoir d'y découvrir un uniforme, et il ne fallait rien moins qu'une robe nouvelle ou un élégant chapeau à une devanture pour les distraire de leurs recherches. Bientôt, l'attention des demoiselles Bennet fut attirée par un inconnu jeune et d'allure distinguée qui se promenait de long en large avec un officier de l'autre côté de la rue. L'officier était ce même Mr. Denny, dont le retour préoccupait si fort Lydia, et il les salua au passage. Toutes se demandaient quel pouvait être cet étranger dont la physionomie les avait frappées. Kitty et Lydia, bien décidées à l'apprendre, traversèrent la rue sous prétexte de faire un achat dans un magasin, et elles arrivèrent sur le trottoir opposé pour se trouver face à face avec les deux gens qui revenaient sur leurs pas. Mr. Denny leur demanda la permission de leur présenter son ami, Mr. Wickham, qui était arrivé de Londres avec lui la veille et venait de prendre un brevet d'officier dans son régiment. Voilà qui était parfait. L'uniforme seul manquait à ce jeune homme pour le rendre tout à fait séduisant. Extérieurement, tout était en sa faveur. Silhouette élégante, belle prestance, manières aimables. Aussitôt présenté, il engagea la conversation avec un empressement qui n'excluait ni la correction ni la simplicité. La conversation allait son train lorsque Mr. Bingley et Mr. Darcy apparurent à cheval au bout de la rue. En distinguant les jeunes filles dans le groupe, ils vinrent jusqu'à elles pour leur présenter leurs hommages. Ce fut Bingley qui parla surtout et, s'adressant particulièrement à Jane, dit qu'il était en route pour Longbourn, où il se proposait d'aller prendre des nouvelles de sa santé. Mr. Darcy confirmait par un signe de tête, lorsque ses yeux tombèrent sur l'étranger et leurs regards se croisèrent. Élisabeth, qui les regardait à cet instant, fut satisfaite de l'effet produit par cette rencontre. Tous deux changèrent de couleur. L'un pâlit, l'autre rougit. Mr. Wickham, au bout d'un instant, toucha son chapeau et Mr. Darcy daigna à peine lui rendre ce salut. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Il était difficile de le deviner, difficile aussi de ne pas désirer l'apprendre. 1 minute plus tard, Mr. Bingley, qui semblait ne s'être aperçu de rien, prit congé et poursuivit sa route avec son ami. Mr. Denny et Mr. Wickham accompagnèrent les demoiselles Bennet jusqu'à la maison de leur oncle. Mais là, ils les quittèrent en dépit des efforts de Lydia pour les décider à entrer et malgré l'invitation de Mrs. Phillips elle-même qui, surgissant à la fenêtre de son salon, appuya bruyamment les instances de sa nièce. Mrs. Phillips accueillit Mr. Collins avec une grande cordialité. Il y répondit par de longs discours pour s'excuser de l'indiscrétion qu'il commettait en osant venir chez elle sans lui avoir été préalablement présenté. Sa parenté avec ces demoiselles Bennet justifiait un peu, pensait-il, cette incorrection. Mrs. Phillips était émerveillée d'un tel excès de politesse, mais elle fut vite distraite par les questions impétueuses de ses nièces sur l'étranger qu'elle venait de rencontrer. Elle ne put, du reste, leur apprendre que ce qu'elle savait déjà, que Mr. Denny avait ramené ce jeune homme de Londres et qu'il allait recevoir un brevet de lieutenant. Cependant, quelques officiers devant dîner chez les Phillips le lendemain, la tante promit d'envoyer son mari inviter Mr. Wickham, à condition que la famille de Longbourn vînt passer la soirée. Mrs. Phillips annonçait une bonne partie de l'auto, joyeuse et bruyante, suivie d'un petit souper chaud. La perspective de tels délices mit tout le monde en belle humeur, et l'on se sépara gaiement de part et d'autre. Mr. Collins répéta ses excuses en quittant les Phillips et reçut une fois de plus l'aimable assurance qu'elles étaient parfaitement inutiles. De retour à Longbourn, il fit grand plaisir à Mrs. Bennet en louant la politesse et les bonnes manières de Mrs. Phillips. À l'exception de Lady Catherine et de sa fille, jamais il n'avait rencontré de femme plus distinguée. Non contente de l'avoir accueillie avec une parfaite bonne grâce, elle l'avait compris dans son invitation pour le lendemain, lui dont elle venait à peine de faire la connaissance. Sans doute sa parenté avec les Bennet y était pour quelque chose, mais tout de même, il n'avait jamais rencontré une telle amabilité dans tout le cours de son existence. Chapitre 16. Aucune objection n'ayant été faite à la partie projetée, la voiture emporta le lendemain soir à Meryton Mr. Collins et ses 5 cousines.
En entrant au salon, ces demoiselles eurent le plaisir d'apprendre que Mr. Wickham avait accepté l'invitation de leur oncle et qu'il était déjà arrivé. Cette nouvelle donnée, tout le monde s'assit et Mr. Collins put regarder et louer à son aise ce qui l'entourait. Frappé par les dimensions et le mobilier de la pièce, il déclara qu'il aurait presque pu se croire dans la petite salle où l'on prenait le déjeuner du matin à Rosings. Cette comparaison ne produisit pas d'abord tout l'effet qu'il en attendait, mais quand il expliqua ce que c'était que Rosings, quelle en était la propriétaire, et comment la cheminée d'un des salons avait coûté 800 livres, à elle seule, Mrs. Phillips comprit l'honneur qui lui était fait, et aurait pu entendre comparer son salon à la chambre de la femme de charge sans en être trop froissée. Mr. Collins s'étendit sur l'importance de Lady Catherine et de son château, en ajoutant quelques digressions sur son modeste presbytère et les améliorations qu'il tâchait d'y apporter, et il ne tarit pas jusqu'à l'arrivée des messieurs. Mrs. Phillips l'écoutait avec une considération croissante. Quant aux jeunes filles, qui ne s'intéressaient pas aux récits de leurs cousins, elles trouvèrent l'attente un peu longue, et ce fut avec plaisir qu'elles virent enfin les messieurs faire leur entrée dans le salon. En voyant paraître Mr. Wickham, Élisabeth pensa que l'admiration qui lui avait inspiré à leur première rencontre n'avait rien d'exagéré. Les officiers du régiment de Meryton étaient, pour la plupart, des gens de bonne famille, et les plus distingués d'entre eux étaient présents ce soir-là. Mais Mr. Wickham ne leur était pas moins supérieur par l'élégance de sa personne et de ses manières, qu'ils ne l'étaient eux-mêmes aux gros-oncles Phillips qui entraient à leur suite en répandant une forte odeur de Porto. Vers Mr. Wickham, heureux mortel, convergeaient presque tous les regards féminins. Élisabeth fut l'heureuse élue auprès de laquelle il vint s'asseoir, et la manière aisée avec laquelle il entama la conversation, bien qu'il ne fût question que de l'humidité de la soirée et de la prévision d'une saison pluvieuse, lui fit sentir aussitôt que le sujet le plus banal et le plus dénué d'intérêt peut être rendu attrayant par la finesse et le charme de l'interlocuteur. Avec des concurrents aussi sérieux que Mr. Wickham et les officiers, Mr. Collins parut sombrer dans l'insignifiance. Aux yeux des jeunes filles, il ne comptait certainement plus, mais, par intervalles, il trouvait encore un auditeur bénévole dans la personne de Mrs. Phillips, et, grâce à ses bons soins, fut abondamment pourvu de café et de muffins. Il put à son tour faire plaisir à son hôtesse en prenant place à la table de whist. « Je suis encore un joueur médiocre, dit-il, mais je serais heureux de me perfectionner. Un homme dans ma situation. » Mais Mrs. Phillips, tout en lui sachant gré de sa complaisance, ne prit pas le temps d'écouter ses raisons. Mr. Wickham, qui ne jouait point au whist, fut accueilli avec joie à l'autre table, où il prit place entre Élisabeth et Lydia. Tout d'abord, on put craindre que Lydia ne l'accaparât par son bavardage, mais elle aimait beaucoup les cartes, et son attention fut bientôt absorbée par les paris et les enjeux. Tout en suivant la partie, Mr. Wickham eut donc tout le loisir de causer avec Élisabeth. Celle-ci était toute disposée à l'écouter, bien qu'elle ne pût espérer apprendre ce qui l'intéressait le plus, à savoir quelles étaient ses relations avec Mr. Darcy. Elle n'osait même pas nommer ce dernier. Sa curiosité se trouva cependant très inopinément satisfaite, car Mr. Wickham aborda lui-même le sujet. Il s'informa de la distance qui séparait Netherfield de Meryton et, sur la réponse d'Élisabeth, demanda avec une légère hésitation depuis quand y séjournait Mr. Darcy. « Depuis 1 mois environ. » Et, pour ne pas quitter ce sujet, elle ajouta « J'ai entendu dire qu'il y avait de grandes propriétés dans le Derbyshire. » « En effet, » répondit Wickham, « son domaine est splendide et d'un rapport net de 10 000 livres. Personne ne peut vous renseigner mieux que moi sur ce chapitre, car, depuis mon enfance, je connais de fort près la famille de Mr. Darcy. » Élisabeth ne put retenir un mouvement de surprise. « Je comprends votre étonnement, Miss Bennet, si, comme il est probable, vous avez remarqué la froideur de notre rencontre d'hier. Connaissez-vous beaucoup Mr. Darcy ? » « Très suffisamment, pour mon goût, » dit Élisabeth avec vivacité. « J'ai passé 4 jours avec lui dans une maison amie, et je le trouve franchement antipathique. »« Je n'ai pas le droit de vous donner mon opinion sur ce point, » dit Wickham.
Je connais Mr. Darcy trop bien et depuis trop longtemps pour le juger avec impartialité. Cependant, je crois que votre sentiment serait en général accueilli avec surprise. Du reste, hors d'ici où vous êtes dans votre famille, vous ne l'exprimeriez peut-être pas aussi énergiquement. Je vous assure que je ne parlerai pas autrement dans n'importe quelle maison du voisinage, sauf à Netherfield. Personne ici ne vous dira du bien de Mr. Darcy. Son orgueil a rebuté tout le monde. Je ne prétends pas être affligé de voir qu'il n'est pas estimé au-delà de ses mérites, dit Wickham après un court silence. Mais je crois que pareille chose ne lui arrive pas souvent. Les gens sont généralement aveuglés par sa fortune, par son rang, ou bien intimidés par la hauteur de ses manières, et le voient tel qu'il désire être vu. D'après le peu que je connais de lui, il me semble avoir assez mauvais caractère. Wickham hocha la tête sans répondre. Je me demande, reprit-il au bout d'un instant, s'il va rester encore longtemps ici. Il m'est impossible de vous renseigner là-dessus, mais il n'était pas question de son départ lorsque j'étais à Netherfield. J'espère que vos projets en faveur de votre garnison ne se trouveront pas modifiés du fait de sa présence dans la région. Pour cela, non. Ce n'est point à moi à fuir devant Mr. Darcy. S'il ne veut pas me voir, il n'a qu'à s'en aller. Nous ne sommes pas en bons termes, c'est vrai, et chaque rencontre avec lui m'est pénible, mais je puis le dire très haut, je n'ai pas d'autre raison de l'éviter que le souvenir de mauvais procédés à mon égard et le profond regret de voir ce qu'il est devenu. Son père, Miss Bennet, le défunt Mr. Darcy, était le meilleur homme de l'univers et l'ami le plus sincère que j'ai jamais eu. Je ne puis me trouver en présence de son fils sans être ému jusqu'à l'âme par 1000 souvenirs attendrissants. Mr. Darcy s'est conduit envers moi d'une manière scandaleuse. Cependant, je crois que je pourrais tout lui pardonner. Tout, sauf d'avoir trompé les espérances et manqué à la mémoire de son père. Élisabeth, de plus en plus intéressée, ne perdait pas une seule de ses paroles, mais le sujet était trop délicat pour lui permettre de poser la moindre question. Mr. Wickham revint à des propos d'un intérêt plus général. Meryton, les environs, la société. De celle-ci, surtout, il paraissait enchanté, et le disait dans les termes les plus galants. C'est la perspective de ce milieu agréable qui m'a poussé à choisir ce régiment. Je le connaissais déjà de réputation, et mon ami Denny a achevé de me décider en me vantant les charmes de sa nouvelle garnison et des agréables relations qu'on pouvait y faire. J'avoue que la société m'est nécessaire. J'ai eu de grands chagrins, je ne puis supporter la solitude. Il me faut de l'occupation et de la compagnie. L'armée n'était pas ma vocation, les circonstances seules m'y ont poussé. Je devais entrer dans les ordres, c'est dans ce but que j'avais été élevé, et je serais actuellement en possession d'une très belle cure si tel avait été le bon plaisir de celui dont nous parlions tout à l'heure. Vraiment ? Oui. Le défunt Mr. Darcy m'avait désigné pour la prochaine vacance du meilleur bénéfice de son domaine. J'étais son filleul, et il me témoignait une grande affection. Jamais je ne pourrais trop louer sa bonté. Il pensait avoir, de cette façon, assuré mon avenir. Mais, quand la vacance se produisit, ce fut un autre qui obtint le bénéfice. « Grand Dieu ! Est-ce possible ?» s'écria Élisabeth. « Comment a-t-on pu faire aussi peu de cas de ces dernières volontés ? Pourquoi n'avez-vous pas eu recours à la justice ? » Il y avait, par malheur, dans le testament, un vice de forme qui rendait stérile tout recours. Un homme loyal n'aurait jamais mis en doute l'intention du donateur. Il a plu à Mr. Darcy de le faire et de considérer cette recommandation comme une apostille conditionnelle, en affirmant que j'y avais perdu tout droit par mes imprudences, mes extravagances, tout ce que vous voudrez. Ce qu'il y a de certain, c'est que le bénéfice est devenu vacant il y a 2 ans exactement, lorsque j'étais en âge d'y aspirer, et qu'il a été donné à un autre. Et il n'est pas moins sûr que je n'avais rien fait pour mériter d'en être dépossédé. Je suis d'une humeur assez vive, et j'ai pu dire avec trop de liberté à Mr. Darcy ce que je pensais de lui, mais la vérité c'est que nos caractères sont radicalement opposés et qu'il me déteste. C'est honteux. Il mériterait qu'on lui dise son fait publiquement. Ceci lui arrivera sans doute un jour ou l'autre, mais ce n'est point moi qui le ferai. Il faudrait d'abord que je puisse oublier tout ce que je dois à son père. De tels sentiments redoublèrent l'estime d'Élisabeth, et celui qui les exprimait ne lui en sembla que plus séduisant. « Mais, reprit-elle après un silence, quels motifs ont donc pu le pousser et le déterminer à si mal agir ?
Une antipathie profonde et tenace à mon égard, une antipathie que je me suis forcé, en quelque mesure, d'attribuer à la jalousie. Si le père avait eu moins d'affection pour moi, le fils m'aurait sans doute mieux supporté. Mais l'amitié vraiment peu commune que son père me témoignait l'a, je crois, toujours irrité. Il n'était point homme à accepter l'espèce de rivalité qui nous divisait et la préférence qui m'était souvent manifestée. Je n'aurais jamais cru Mr. Darcy aussi vindicatif. Tout en n'éprouvant aucune sympathie pour lui, je ne le jugeais pas aussi mal. Je le supposais bien rempli de dédain pour ses semblables, mais je ne le croyais pas capable de s'abaisser à une telle vengeance, de montrer tant d'injustice et d'inhumanité. Elle reprit après quelques minutes de réflexion. Je me souviens cependant qu'un jour, à Netherfield, il s'est vanté d'être implacable dans ses ressentiments et de ne jamais pardonner. Quel triste caractère! Je n'ose m'aventurer sur ce sujet, répliqua Wickham. Il me serait trop difficile d'être juste à son égard. De nouveau, Élisabeth resta un moment silencieuse et pensive, puis elle s'exclama. Traiter ainsi le filleul, l'ami, le favori de son père! Elle aurait pu ajouter un jeune homme aussi sympathique. Elle se contenta de dire. Et de plus, un ami d'enfance. Ne m'avez-vous pas dit que vous aviez été élevés ensemble? Nous sommes nés dans la même paroisse, dans l'enceinte du même parc. Nous avons passé ensemble la plus grande partie de notre jeunesse, partageant les mêmes jeux, entourés des mêmes soins paternels. Mon père, à ses débuts, avait exercé la profession où votre oncle Phillips semble si bien réussir. Mais il l'abandonna pour rendre service au défunt Mr. Darcy et consacrer tout son temps à diriger le domaine de Pemberley. Mr. Darcy avait pour lui une haute estime et le traitait en confident et en ami. Il a souvent reconnu tous les avantages que lui avait valu l'active gestion de mon père. Peu de temps avant sa mort, il lui fit la promesse de se charger de mon avenir, et je suis convaincu que ce fut autant pour acquitter une dette de reconnaissance envers mon père que par affection pour moi. « Que tout cela est extraordinaire !» s'écria Élisabeth. « Je m'étonne que la fierté de Mr. Darcy ne l'ait pas poussé à se montrer plus juste envers vous, que l'orgueil, à défaut d'un autre motif, ne l'ait pas empêché de se conduire malhonnêtement, car c'est une véritable malhonnêteté dont il s'agit là. »« Oui, c'est étrange, » répondit Wickham, car l'orgueil, en effet, inspire la plupart de ses actions, et c'est ce sentiment, plus que tous les autres, qui le rapproche de la vertu. Mais nous ne sommes jamais conséquents avec nous-mêmes, et, dans sa conduite à mon égard, il a cédé à des impulsions plus fortes encore que son orgueil. Pensez-vous qu'un orgueil aussi détestable puisse jamais le porter à bien agir? Certainement. C'est par orgueil qu'il est libéral, généreux, hospitalier, qu'il assiste ses fermiers et secourt les pauvres. L'orgueil familial et filial, car il a le culte de son père, est la cause de cette conduite. La volonté de ne pas laisser se perdre les vertus traditionnelles et l'influence de sa maison à Pemberley est le mobile de tous ses actes. L'orgueil fraternel, renforcé d'un peu d'affection, fait de lui un tuteur plein de bonté et de sollicitude pour sa sœur, et vous l'entendrez généralement vanter comme le frère le meilleur et le plus dévoué. Quelle sorte de personne est Miss Darcy? Wickham hocha la tête. Je voudrais vous dire qu'elle est aimable. Il m'est pénible de critiquer une Darcy, mais vraiment, elle ressemble trop à son frère. C'est la même excessive fierté. Enfant, elle était gentille et affectueuse et me témoignait beaucoup d'amitié. J'ai passé des heures nombreuses à l'amuser, mais aujourd'hui, je ne suis plus rien pour elle. C'est une belle fille de 15 ou 16 ans, très instruite, m'a-t-on dit. Depuis la mort de son père, elle vit à Londres, avec une institutrice qui dirige son éducation. Élisabeth, à diverses reprises, essaya d'aborder d'autres sujets, mais elle ne put s'empêcher de revenir au premier. « Je suis étonnée, dit-elle, de l'intimité de Mr. Darcy avec Mr. Bingley. Comment Mr. Bingley, qui semble la bonne humeur et l'amabilité personnifiée, a-t-il pu faire son ami d'un tel homme? Comment peuvent-ils s'entendre? Connaissez-vous Mr. Bingley? » « Nullement. »« C'est un homme charmant. Il ne connaît sûrement pas Mr. Darcy sous son vrai jour. » C'est probable, mais Mr. Darcy peut plaire quand il le désire.
Il ne manque pas de charme ni de talent. C'est un fort agréable causeur quand il veut s'en donner la peine. Avec ses égaux, il peut se montrer extrêmement différent de ce qu'il est avec ses inférieurs. Sa fierté ne l'abandonne jamais complètement, mais, dans la haute société, il sait se montrer large d'idées, juste, sincère, raisonnable, estimable, et peut-être même séduisant, en faisant la juste part due à sa fortune et à son extérieur. La partie de whist avait pris fin. Les joueurs se groupèrent autour de l'autre table, et Mr. Collins s'assit entre Elizabeth et Mrs. Phillips. Cette dernière lui demanda si la chance l'avait favorisé. Non, il avait continuellement perdu et, comme elle lui en témoignait son regret, il l'assura avec gravité que la chose était sans importance. Il n'attachait à l'argent aucune valeur et il la priait de ne pas s'en affecter. « Je sais très bien, madame, que lorsqu'on s'assied à une table de jeu, l'on doit s'en remettre au hasard, et mes moyens, c'est heureux, me permettent de perdre 5 shillings. Beaucoup, sans doute, ne peuvent en dire autant. Mais, grâce à Lady Catherine de Bourgh, je puis regarder avec indifférence de pareils détails. » Ces mots attirèrent l'attention de Mr. Wickham, et, après avoir considéré Mr. Collins un instant, il demanda tout bas à Elizabeth si son cousin était très intime avec la famille de Bourgh. « Lady Catherine lui a fait donner récemment la cure de Hunsford, répondit-elle. Je ne sais pas du tout comment Mr. Collins a été présenté à cette dame, mais je suis certaine qu'il ne la connaît pas depuis longtemps. Vous savez sans doute que Lady Catherine de Bourgh et Lady Anne Darcy étaient sœurs, et que, par conséquent, Lady Catherine est la tante de Mr. Darcy. Non, vraiment? J'ignore tout de la parenté de Lady Catherine. J'ai entendu parler d'elle avant-hier, pour la première fois. Sa fille, Miss de Bourgh, est l'héritière d'une énorme fortune, et l'on croit généralement qu'elle et son cousin réuniront les 2 domaines. Cette information fit sourire Elizabeth, qui pensa à la pauvre Miss Bingley. À quoi serviraient tous ces soins, l'amitié qu'elle affichait pour la sœur, l'admiration qu'elle montrait pour le frère, si celui-ci était déjà promis à une autre? Mr. Collins, remarqua-t-elle, dit beaucoup de bien de Lady Catherine et de sa fille, mais, d'après certains détails qu'il nous a donnés sur sa grâce, je le soupçonne de se laisser aveugler par la reconnaissance, et sa protectrice me fait l'effet d'être une personne hautaine et arrogante. « Je crois, » répondit Wickham, « qu'elle mérite largement ces 2 qualificatifs. Je ne l'ai pas revue depuis des années, mais je me rappelle que ses manières avaient quelque chose de tyrannique et d'insolent qui ne m'a jamais plu. On vante la fermeté de son jugement, mais je crois qu'elle doit cette réputation pour une part à son rang et à sa fortune, pour une autre part à ses manières autoritaires, et pour le reste à la fierté de son neveu qui a décidé que tous les membres de sa famille étaient des êtres supérieurs. » Élisabeth convint que c'était assez vraisemblable, et la conversation continua de la sorte jusqu'à l'annonce du souper qui, en interrompant la partie de cartes, rendit aux autres dames leur part des attentions de Mr. Wickham. Toute conversation était devenue impossible dans le brouhaha du souper de Mrs. Phillips, mais Mr. Wickham se rendit agréable à tout le monde. Tout ce qu'il disait était si bien exprimé, et tout ce qu'il faisait était fait avec grâce. Élisabeth partit l'esprit rempli de Mr. Wickham. Pendant le trajet du retour, elle ne pensa qu'à lui et à tout ce qu'il lui avait raconté. Mais elle ne put même pas mentionner son nom, car ni Lydia, ni Mr. Collins ne cessèrent de parler une seconde. Lydia bavardait sur la partie de cartes, sur les fiches qu'elle avait gagnées et celles qu'elle avait perdues. Et Mr. Collins avait tant à dire de l'hospitalité de Mr. et de Mrs. Phillips, de son indifférence pour ses pertes au jeu, du menu du souper, de la crainte qu'il avait d'être de trop dans la voiture, qu'il n'avait pas terminé lorsqu'on arriva à Longbourn.